Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à la deuxième partie de notre troisième cours qui porte sur l'état de l'art. Sur le sujet, nous avions la dernière fois évoqué la phase de documentation. Nous avions dit qu'elle précédait l'étape de rédaction de la synthèse ou de l'état de l'art sur un sujet ou de l'état de l'art sur le sujet de mémoire ou sur une question. Et aujourd'hui, nous allons donc faire un petit rappel concernant la phase de documentation. Ensuite, nous allons voir ce que c'est qu'un état de l'art, son importance, son utilité dans un travail de mémoire ou dans un travail de recherche tout court. Et nous allons par la suite voir comment faire une synthèse à partir d'un certain nombre de lectures, d'un certain nombre d'articles. Et je vous donnerai à la fin un exemple de synthèse extrait d'un de mes articles. Voilà, donc je commence par partager la présentation ou ma présentation. Et on commence, donc retour, j'énumère rapidement les points, retour sur l'exploitation des sources documentaires. Le deuxième point, qu'est-ce qu'un état de l'art sur une question? Et ensuite, qu'est-ce que la synthèse? Alors, retour sur l'exploitation des sources documentaires. Alors, un état de l'art, je l'ai dit, je le redis, j'insiste, ne se fait pas sans lecture. Pour que lecture soit rentable, pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle soit efficiente, pour qu'elle soit utile, il faut qu'elle s'accompagne d'écriture. Je l'ai dit, je le redis. En lisant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des notes, il faut extraire des citations, il faut noter les références de l'ouvrage, il faut noter la référence ou les références de l'article, du chapitre, etc. Des documents d'où vous avez extrait votre information, votre citation. Alors, comment citer? Nous avons donc, je vais vous montrer un peu les standards de rédaction, les normes de rédaction les plus utilisés. Alors, un article, je cite là un article de Mosley, de Dalila Mosley. Alors, j'ai Mosley, virgule, D, point, virgule, 2016, virgule, les mots des révolutions arabes dans. C'est-à-dire, c'est un article publié dans un ouvrage collectif. Cet ouvrage collectif a été coordonné par Shrif Sini, donc ch.sini, et Fouad Laroussi, F.Laroussi, et j'ai mis DIRS, c'est-à-dire sous la direction de ces deux-là. Ensuite, virgule, langue et mutation sociopolitique au Maghreb. Ça, c'est le titre de l'ouvrage collectif dans lequel il y a l'article de Dalila Mosley. Et je mets les pages de l'article de Dalila Mosley. Il commence à la page 153. Il se termine à la page 164, Rouen et la maison d'édition. Alors, ça, c'est une citation à mettre dans les références bibliographiques à la fin du mémoire. Mais lorsque vous citez cette référence dans le corps de votre mémoire, vous allez mettre uniquement entre parenthèses Mosley, virgule, 2016, 155 par exemple. Donc c'est une citation extraite de la page 155 de l'article de Dalila Mosley. Alors, nous avons là, deuxième exemple, un article plus le lien vers la publication. C'est très important aujourd'hui parce que beaucoup d'étudiants accèdent plus facilement à la documentation via Internet que via les versions papier. Et aujourd'hui, on sait que les références les plus récentes sont des revues qui, la plupart du temps, sont en ligne. Alors, ça facilite aussi le travail, parce qu'aujourd'hui, on travaille, la plupart des gens, la plupart des chercheurs travaillent directement sur les PC. Alors, quand j'ai besoin d'une citation, au lieu d'aller chercher dans le livre ou dans le livre, je vais cliquer sur le lien et j'ai directement le renvoi vers la citation. C'est plus pratique, c'est plus rapide et c'est pratique. Voilà. Alors, j'ai donc cette citation donc publié dans la revue Semen, et j'ai le lien HTTP, donc journal, Open Edition, etc. Je peux mettre lien vers la publication de points et le lien Internet. Alors, j'ai aussi un ouvrage, donc j'ai donné l'exemple d'un ouvrage de Calvé, virgule, L-J,
1994, Les Voix de la ville, Introduction à la sociolinguistique urbaine, édition Payot, Paris. Voilà. Pour le mémoire, je cite le mémoire d'une de mes étudiantes, Bentabib Asma, 2019, La langue arabe comme outil d'intégration des étudiants subsahariens à l'Université de Mostaganem, mémoire de master en sciences du langage, lien vers la publication, et je mets le lien vers la publication, c'est la bibliothèque virtuelle de l'Université de Mostaganem. J'espère que tous les mémoires de l'année passée, ils sont en train d'être mis au fur et à mesure sur dans cette bibliothèque universelle, mais j'espère que ça va se faire vite pour que nos étudiants de cette année puissent bénéficier des mémoires de l'année passée. Alors, une référence électronique, là j'ai Miller, Catherine Miller, 2010, Langue et médias au Maroc dans la première décennie du 19e siècle, la montée irrésistible de la 21e siècle, pardon, la montée irrésistible de la Darija, lien vers la publication. Là, on n'a pas la version papier, on n'a que le lien Internet. Et donc, on met lien vers la publication et on trouve la référence. Alors, en quoi c'est important de consigner les informations par écrit? En quoi c'est important de consigner les citations par écrit? Alors, l'écriture des études scientifiques le montre, permet de mémoriser les textes, les références, les idées et de produire des réflexions que l'on peut formuler sous forme de commentaires. C'est lorsqu'on est dans le feu de l'action, si vous voulez, lorsqu'on est en pleine réflexion, en pleine lecture, que l'on est inspiré et qu'on a des idées qui nous viennent en tête à mesure que l'on lit, à mesure que on est confronté à des textes, on est confronté à des idées, confronté à des réflexions. C'est le moment le plus propice, à mon sens, où on a des idées, où on a des réflexions, donc, où on a des idées par rapport à son mémoire aussi. Donc, c'est le moment propice qu'il faut saisir pour mettre aussi, coucher sur papier si vous voulez, nos idées, nos réflexions. Mais de toutes les façons, il faut toujours avoir un carnet de bord, pas que dans l'enquête, mais aussi dans sa vie de tous les jours, quand on prépare un travail de recherche, quand on est dans un processus de recherche. Et il faut toujours avoir avec soi, c'est comme lorsqu'on est poète ou écrivain, il faut toujours avoir un bout de papier, un stylo, de quoi écrire. Bon, maintenant, c'est les téléphones portables, si vous voulez, ou les smartphones. C'est possible aussi de les utiliser pour noter, pour consigner par écrit. Alors, il faut sélectionner les informations importantes, les définitions clés et les consigner sous forme de citations à mettre entre guillemets et en citant les sources. Il y a ce qui manque. En tout cas, c'est très important. À mon sens, c'est mieux que de photocopier, c'est mieux que de de faire des captures d'écran. Il est plus intéressant d'écrire. Alors, il vaut mieux écrire que photocopier. Les citations permettent d'étayer votre argumentation, de définir des concepts, de justifier vos propos, de présenter des points de vue. À quoi sert une citation? Pourquoi on utilise une citation? Une citation, elle sert à étayer une argumentation, à renforcer une argumentation, à définir des concepts. Quand il y a un concept qui a été défini, on ne va pas le réinventer, on ne va pas inventer des concepts. Donc, on va utiliser des concepts qui ont déjà été utilisés, qui ont déjà été définis. Et donc, on reprend des définitions et après, à un stade au stade de mémoire, on va dire, notre travail, c'est de tester ces concepts, de les appliquer, à notre terrain, aux phénomènes que nous observons dans le contexte qui est le nôtre. Il est impératif de citer la source, sinon cela va être considéré comme du plagiat. Il faut toujours citer ces sources, sinon c'est considéré comme du plagiat. Vous savez, même nous, enseignants, quand on prend des cours d'Internet, si on ne met pas la source, c'est considéré comme du plagiat. Quand on fait des articles, quand on fait des thèses aussi, lorsqu'on ne cite pas les sources, c'est considéré comme du plagiat. Le plagiat, c'est s'approprier le travail d'autrui sans citer celui qui est à l'origine de la production de ce savoir, de ce document. Alors, comment citer, comment insérer des citations? Alors, la citation doit être introduite par une phrase dite introductrice en employant les guillemets. Exemple, là je cite Doulali Abdelzaq. Le terme tamazirt est un vocable générique qui renvoie aux différentes langues berbères, kabyle, chaoui, mozabite, targhi, chenoui, mais qui désigne également
ce que Dourari Abdelzer, non, c'est moi qui cite Dourari. Hein. Alors, j'utilise une phrase introductrice. Le terme Tamazirt est un vocable générique qui renvoie aux différentes langues berbères, kabiche, mozabite, targuiche, noui, mais qui désigne également ce que Dourari Abdelzer qualifie de nouvelle langue. Je le cite, Dourari 2014, qui correspond à un Tamazirt standard, pur artefact au sens théorique et pratique, qui est au moins dans l'immédiat une virtualité relevant du domaine de l'utopie en termes de fonctionnalité sociale escomptée. Alors, la référence complète doit figurer dans la bibliographie à la fin du mémoire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, de Abdelzer, 2014, normalisation de Tamazirt et glottopolitique in Timsel Tamazirt, acte du colloque de Raldaya le novembre, donc de page 5 à la page 15. Alors, quand on cite les verbes introducteurs, l'auteur affirme, il souligne, il précise ou elle définit, mentionne, fait remarquer, soulève, traite, critique, nuance, etc. Quelques conseils, évitez de mettre trop de citations. C'est ce qu'on appelle la compilation théorique ou la compilation des citations, notamment dans le chapitre dit théorique. D'ailleurs, on fait un état de l'art pour ne pas faire de la compilation de citations ou de la compilation de théories. Alors, évitez de mettre trop de citations, notamment dans le chapitre dit théorique, dans la première partie. Évitez les citations trop longues. Donc, une citation qui dépasse 5-6 lignes, c'est une très longue citation. Évitez. Là, essayez de recourir à la reformulation. Évitez les citations reformulées, mais en citant la source. Hein, d'accord ? Alors, évitez les citations trop longues, évitez de mettre des citations dans l'introduction et dans la conclusion. L'introduction, il faut qu'on sente votre empreinte, il faut qu'il y ait votre empreinte. C'est un travail très personnel, c'est vraiment votre introduction personnelle au travail. Donc, évitez d'y mettre beaucoup de citations, de vous effacer derrière les citations. Même chose dans la conclusion. C'est là où vous ne devez pas faire preuve d'effacement, mais de vous impliquer dans la recherche et d'être présent. Il faut que vous soyez présent dans votre propre recherche. Il faut qu'on sente votre présence et que l'on sente votre empreinte. La citation ne remplace pas votre analyse, ni ne remplace la formulation d'un résultat. C'est-à-dire, si vous avez une idée à formuler, vous ne mettez pas la citation. La citation, elle sert, on l'a dit, à étayer une argumentation, à argumenter, mais elle ne remplace pas vos propres propos, on va dire. Elle ne remplace pas la formulation d'un résultat. Donc, elle ne peut pas aussi non plus remplacer un résultat, notamment dans la phase, dans la conclusion. Elle ne doit pas être placée en fin de paragraphe ni en début de citation. Donc, il faut toujours utiliser des expressions introductrices, des phrases introductrices pour introduire la citation, pour mobiliser la citation. Et il faut éviter aussi de la mettre en fin de paragraphe parce que c'est vous qui devez conclure le paragraphe. D'accord ? Elle ne sert que d'argument, la citation, parfois, et il faut vous réapproprier le texte juste après avoir cité ou avoir mis une ou deux citations, mais il faudrait que l'argumentation soit faite par vous. La citation n'est là que pour vous aider à argumenter. C'est des arguments en plus, c'est des appuis théoriques, c'est des références qui vous permettent de donner du crédit aux propos que vous annoncez. Alors, qu'est-ce qu'un état de l'art sur une question? On a fait un peu le tour de la phase de documentation. Maintenant, qu'est-ce qu'un état de l'art sur une question? Alors, synthétiser, c'est quoi? Faire un état de l'art se fait donc, par une phase préalable de documentation, mais par la suite, c'est un travail de synthèse, de rédaction, d'écriture. Je l'ai dit, je le redis, au stade de mémoire, vous avez 4, 5 articles, 1 ou 2 ouvrages que vous allez exploiter. Une dizaine, une quinzaine de références bibliographiques suffisent parce que il ne suffit pas de mettre des références bibliographiques, de remplir
la partie bibliographie avec tout et n'importe quoi. Il faut avoir utilisé, exploité ces lectures et vous avez 1 mois, 2 mois pour faire ce travail de documentation et d'exploitation de la documentation. Alors, synthétiser, c'est quoi? C'est rendre compte de plusieurs articles scientifiques. Quand je dis plusieurs, c'est relatif à votre travail de mémoire. Donc, je l'ai dit, 5, 6 articles ou moins, s'il n'y a pas beaucoup de documentation sur le sujet. De plusieurs documents, de plusieurs points de vue et de conceptualisation. Alors, la synthèse peut porter sur un sujet, sur une problématique, sur un concept, son emploi, sur un débat théorique, sur une définition. Ça peut porter sur 2 ou 3 points également. Alors, une citation que je trouve intéressante de Mukiele et Payet, le regard analytique ou interprétatif prend en effet forme dans l'écriture. Dans votre écriture, il faut que l'on sente donc ce travail, cette dimension réflexive, cette dimension critique, parce que rendre compte de plusieurs articles scientifiques, c'est confronter des points de vue entre, comme on l'a dit la dernière fois, plusieurs définitions ou différentes définitions du même concept, mais fait par différents théoriciens, différents chercheurs, différents linguistes ou didacticiens, et essayer de voir donc les points de convergence et de divergence. On l'a dit aussi la dernière fois. Alors, l'écriture n'est donc pas un moyen de communication ou même une activité de consignation, mais un acte créateur. Donc, d'où le caractère original de votre travail lorsque vous vous impliquez personnellement dans la rédaction, dans l'écriture et que vous fassiez le moins possible recours aux citations, aux longues citations notamment, parce qu'il y a dans certains travaux, on trouve dans la partie notamment dite théorique, même dans des thèses de doctorat, une compilation de théories, c'est-à-dire on remonte à l'origine de la sociolinguistique, on remonte à l'origine de la didactique et on sort toute la théorie qui existe sur la question et on l'étale sur des pages et des pages avec, à l'aide de citations. Donc c'est une partie qui devient ennuyeuse, c'est barbant de lire ça. Et le travail doit être personnel, vous faites œuvre d'écriture lorsque vous analysez, lorsque vous vous appropriez, c'est votre vision qui apparaît à travers le travail de synthèse. C'est votre vision, c'est votre lecture, votre propre lecture des documents qui va apparaître, c'est votre point de vue qui va apparaître à travers la lecture. Donc, vous faites un travail je dirais pas de résumé, ce n'est pas un résumé, c'est un compte rendu critique que vous allez faire de plusieurs points de vue. Alors, il s'agit en écrivant, car écrit permet de mieux penser, ou d'une façon plus structurée, de produire un discours signifiant sur un sujet, sur un aspect d'une question, c'est ce que je viens de dire. Alors, lire égale analyser, égale décomposer, synthétiser égale recomposer, reconstituer. Donc, on va faire d'abord un travail de lecture, donc d'analyse, de décomposition, des idées, des étapes de la recherche. Et ensuite, on va faire un travail de recomposition, de reconstitution à travers la synthèse que nous faisons. Donc, lire s'oppose, si on va dire, à synthétiser. On lit d'abord et on synthétise par la suite. Donc, on fait un travail d'analyse, de décomposition, et ensuite, on recompose et on reconstitue à travers un travail d'écriture critique, un travail d'écriture où doit prévaloir les dimensions réflexives et critiques. C'est très important. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit de faire lorsqu'on fait une synthèse à partir de plusieurs articles, de plusieurs concepts ou de plusieurs sujets? On va comparer les idées, on va confronter les idées les unes aux autres pour faire ressortir les points de divergence et de convergence. On va voir s'il y a des informations différentes, s'il y a des informations qui s'opposent. On va voir s'il y a des définitions proches ou des définitions qui se renforcent mutuellement, des définitions différentes mais qui se complètent, par exemple. On va voir s'il y a des informations qui remettent en cause d'autres informations, des théories qui remettent en cause d'autres théories, des conceptualisations qui mettent en cause
ou qui remettent en cause d'autres conceptualisations. On va voir s'il y a des informations, s'il y a des points de vue qui relativisent ou nuancent d'autres points de vue. Alors, il s'agit, lorsqu'on fait le travail de synthèse, de mettre en lien les différents points de vue théoriques, les différentes argumentations et les différentes définitions. On peut procéder à une rédaction du plan de la synthèse selon le raisonnement adopté, c'est-à-dire selon notre propre argumentation. Si je suis plutôt d'accord avec ce point de vue, donc je vais présenter les points de vue divergents et je vais appuyer d'une façon toujours de manière à rester neutre et objectif, mais avec des arguments à l'appui, je vais être en faveur plutôt d'un point de vue qui me convainc plus que d'autres points de vue. Et donc, je vais renforcer donc, ce point de vue par d'autres arguments ou par d'autres points de vue similaires. Et je vais montrer que voilà, cet auteur, par exemple, traite mieux ce sujet que les autres, etc. C'est un exemple. Hein. Alors, il s'agit d'un exercice, la synthèse, il s'agit d'un exercice intellectuel qui permet de déterminer, de relever les types de rapports qui existent entre différents points de vue. On a vu les rapports d'opposition, de complémentarité, il permet aussi d'établir d'une manière objective, claire et logique des connexions entre différentes informations. Et la synthèse permet d'articuler aussi les points de vue entre eux ou les différentes informations entre elles. Alors, comment entreprendre la rédaction de la synthèse? Alors, il s'agit de reprendre l'essentiel par rapport au sujet, aux objectifs, de reformuler en incluant de courtes citations issues des différents points de vue ou des différents articles. Alors, il s'agit de reproduire aussi les différentes argumentations, les différents points de vue tels que développés par leurs auteurs, en citant leurs auteurs. C'est un travail où il s'agit de reformuler, de paraphraser, d'expliquer sous une autre forme plus exhaustive, donc procéder à des développements explicatifs et peut-être les dits et les écrits d'un auteur, les citer. Il s'agit de rester fidèle aux idées extraites des articles. Donc, il ne s'agit pas de paraphraser, de déformer les idées ou de décontextualiser les citations, mais il s'agit de les extraire de façon à rester fidèle à la pensée de l'auteur. Ne pas décontextualiser voilà, les idées pour les généraliser ou pour leur donner un autre sens. C'est important. Il s'agit de rédiger, écrire. Donc, rédiger ou écrire, c'est établir des connexions entre les idées, les informations. Et là aussi, c'est un travail de rédaction. Des mots de liaison et de connexion, des connecteurs logiques doivent être employés. Alors, à quoi sert un état de l'art? Alors, l'état de l'art sur un sujet vise à établir l'état des connaissances autour d'une question, on l'a dit la fois dernière. Il vise à recenser les travaux sur le sujet, trier. Il faut trier, bien sûr, ne prendre que les travaux les plus importants, non pas autour de la discipline, mais autour du sujet. Donc, si on fait un travail en sociolinguistique, il ne s'agit pas de remonter aux travaux des années 50-60 en sociolinguistique, de rappeler l'histoire de la discipline, l'évoquer brièvement, mais il vous faut que vous vous attardiez sur votre sujet. C'est le sujet qui doit faire l'objet de l'état de l'art, pas la discipline. C'est un état de l'art synthétique qui permet d'inscrire le travail de mémoire dans un champ disciplinaire, dans un cadre théorique. Il nécessite au préalable une phase de lecture, une phase de documentation. Les lectures doivent être ciblées et sélectionnées en rapport avec le sujet. L'état de l'art permet aussi de situer votre travail par rapport à l'existence, qu'on appelle l'existence, c'est-à-dire les travaux antérieurs autour de votre sujet ou autour de votre problématique. Alors, l'état de l'art permet de montrer l'intérêt, la pertinence de votre sujet. Pour un mémoire, il ne s'agit pas, je l'ai dit, de remonter aux origines d'une discipline, mais de présenter brièvement et d'aborder l'objet d'étude sur lequel les travaux clés et récents ont porté. Il ne s'agit pas non plus, lorsqu'on parle du contexte sociolinguistique de l'Algérie, de remonter à la nuit des temps. Ça a été dit, redit, raconté dans plusieurs ouvrages, dans certains articles. Donc, même si vous devez, pour les besoins de votre travail, l'évoquer, le faire brièvement, en une page, en mettant beaucoup de citations, c'est-à-dire beaucoup de renvois à des travaux qui ont abordé déjà le sujet.
voilà, il faut aller à l'essentiel. L'état de l'art permet aussi de montrer votre rapport par rapport à ce qui a été conduit comme recherche, ce qui a été réalisé, ce qui a été fait comme recherche. Il permet de montrer votre maîtrise du sujet et comment le sujet a été traité par vos prédécesseurs, par les chercheurs qui ont travaillé sur le sujet avant vous. Alors, je donne ici un exemple extrait d'une synthèse où je parle de la notion de diglossie, d'accord, de la langue haute et de la langue basse. Je discute de ce concept et de comment ce concept a été traité. Donc, c'est dans mon ouvrage sociolinguistique du Maghreb, mais ce que je vous demande donc d'observer, c'est comment je cite et comment je confronte, j'articule des conceptualisations, différentes conceptualisations, des critiques, les critiques de comment Khawla Al-Ibrahimi critique donc la position de Fishman sur le sujet. Donc, je lis rapidement, même si le texte, vous l'avez. Alors, concernant le Maghreb, l'aspect figé du modèle a été de Ferguson, donc du modèle fergusonien, a été soulevé par Khawla Al-Ibrahimi. Voici sa position. Nous avons rompu avec les descriptions habituelles de la situation algérienne en termes de bilinguisme et de diglossie et tenté de montrer l'inopérance de ces schémas classiques en insistant sur la nécessité d'analyser cette situation d'un point de vue dynamique pour faire apparaître le caractère évolutif, fluctuant et même conflictuel des relations existantes entre les idiomes en usage tels que définis par certains courants de la linguistique contemporaine. Je cite Khawla Al-Ibrahimi. Cette description de la répartition fonctionnelle des langues est qualifiée de statique car figeant le réel socio-langagier, et ce même si Sonia Branca-Rosoff relativise la classification et précise que cette définition a bientôt paru étroite à d'autres chercheurs, peut-être à cause d'un malentendu. La conception de Ferguson est, semble-t-il, surtout historique, alors que ses lecteurs l'ont prise pour une typologie. Je cite Branca-Rosoff. Pour revenir au cas du Maghreb, Khawla Al-Ibrahimi rejoint les analyses de l'école occitano-catalane qui évoque les fonctionnements diglossiques, la FON, en mettant l'accent sur d'autres aspects susceptibles d'influencer les rapports hiérarchiques entre les langues par les effets sociaux de la force des représentations, Bourdieu, d'où l'importance pour comprendre le réel, d'inclure le réel dans la représentation du réel. Cette approche a été celle des chefs de file de la sociolinguistique catalane, ainsi que je l'ai souligné plus haut. Donc là, c'est un concept qui est celui de la diglossie. Donc le texte est long. Vous allez voir que je confronte différents points de vue pour montrer à la fin que le concept de diglossie tel que conçu à ses débuts ne correspond pas au contexte mouvant, évolutif de l'Algérie et des pays du Maghreb. Voilà, c'est un exemple. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous donc pour le cours prochain. Et je vous remercie de votre attention. Je remercie tous les étudiants qui suivent mes cours, ceux du département de français de l'université de Bourg-Saganane, mais ceux des autres universités aussi. Merci de vos commentaires, merci de vos encouragements et je vous dis à très bientôt. Au revoir.